Ce soir à LPL qui continue, grand débat politique à suivre. Avant de vous présenter nos prochains invités, revenons donc en détail sur les résultats. LR et PS qui semblent donc en bonne position pour garder leur bastion. Les électeurs ont, semble-t-il, privilégié donc les présidents sortants, même s'il peut y avoir encore des surprises, vous me le disiez tout à l'heure. Est-ce à dire que ce qu'on a appelé l'ancien monde a encore de beaux jours devant lui? C'est toute la question qu'on va se poser avec nos invités. D'abord les explications de Cécile Sixou. Ce matin, les LR affichent une mine réjouie, à l'exception de la région PACA où Renaud Muselier est devancé de quelques points par Thierry Mariani. Hervé Morin, Jean Rotner, Christelle Morancé, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, les 6 autres présidents de région sortants, sont arrivés en tête au premier tour. Un soulagement pour Christian Jacob, le chef du parti. Vous avez expliqué à longueur d'antenne et d'édito des uns et des autres que LR était explosé, déchiré, entre d'un côté le Front National, de l'autre côté M. Macron, et que c'était la présidentielle avant l'heure, etc., qu'on n'existerait plus. Pour un parti qui n'existe plus, je vous invite à regarder les résultats. Même surprise du côté socialiste, François Bonneau, Loïc Chéné-Girard, Marie-Guide Dufay, Carole Delga et Alain Rousset, les 5 présidents actuels, que l'on disait en danger face aux divisions de la gauche et à la montée du RN, ont résisté. Il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas un sondage, c'est un vote. Et dans ce vote, il est apparu quelque chose qui apparaissait invraisemblable jusqu'ici. Mais nous ne sommes pas condamnés à vivre le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen l'année prochaine. Avec ces résultats inattendus, la gauche et la droite se voient bien jouer les troubles faits dans le combat annoncé pour la présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Pas si sûr pour Stanislas Guérini, délégué général de LREM. Je crois que les résultats qu'on a vu constater hier ne permettent pas de redire que c'est le clivage droite-gauche. C'est les partis qui sont déjà implantés, qui ont des sortants, et puis les partis qui le sont moins. Et c'est le cas pour la majorité présidentielle. Pour le RN, les partis traditionnels n'ont fait que profiter de l'abstention de ses électeurs. Le vote, c'est quelque chose de sérieux. Et les gens qui ne vont pas voter, ils prennent le risque tout simplement de favoriser leurs adversaires, ceux-là même que toute l'année, ils ne voudraient pas voir aux affaires. Pour le second tour, le Rassemblement national appelle ses électeurs aux urnes et mise sur un sursaut de la participation pour espérer gagner une région. Et avec nous pour la deuxième partie de cette édition spéciale d'Allons plus loin, François Patria, bonsoir. Sénateur de la Côte d'Or, président du groupe En Marche au Sénat. Céline Boulay-Espéronnier, bienvenue, vous êtes sénatrice de Paris apparentée au groupe LR. Patrick Kanner, bienvenue à vous également, sénateur du Nord, président du groupe socialiste au Sénat. Avec nous également à distance, Thibaut de la Tocquenay, bienvenue, vous êtes conseiller régional en PACA, membre du bureau national du RN et tête de liste dans le Cher pour les régionales. Et Sandra Regol est également avec nous, bienvenue, vous êtes secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Merci à tous les 5 donc d'être avec nous pour cette deuxième partie. François Patria, l'une des leçons à tirer de ce premier tour, c'est qu'il existe bien donc encore une gauche et une droite en France. Est-ce que ça veut dire que finalement le nouveau monde n'a pas encore complètement balayé l'ancien monde? Alors, il existe surtout des équipes des présidentes et des présidents sortants qui, avec leur réseau, avec leur bilan, avec leur campagne longue, puisqu'ils étaient en situation, leur a permis de garder leur implantation. La prime aux sortants a joué plus que d'habitude dans le contexte que nous avons connu, de pré-vacances, de Covid, de période de baccalauréat, peu propice aujourd'hui à inciter les gens à aller voter. On a donc ont donc été confortés. C'est une prime aux sortants qui a joué à plat. Voilà, c'est comme ça que je l'explique. Ça ne veut pas dire que nationalement, il y a une gauche et une droite. Il y avait des gens implantés chez les Républicains qui résistent bien et qui sont en passe de gagner. Il y avait des gens chez les socialistes qui étaient mes amis Alain Rousset, en particulier, François Bonneau même éventuellement, je ne sais pas lui, mais enfin, voilà, des gens qui étaient en situation de Carole Delga, qui sont en situation de gagner et qui font de très bons scores au premier tour, parce que je crois que pour les sortants, j'allais dire, la mise en garde et la lutte contre l'extrême droite et le Rassemblement national a profité en sortant, les gens se disant, si vraiment on ne veut pas du Rassemblement national, autant voter pour les sortants tout de suite qui risquent de gagner. Donc victoire des sortants, mais pas de gauche et de droite spécialement. Parce que la gauche et la droite, si je prends ce que fait le score d'Alain Rousset et le score de Najat Vallaud-Belkacem, on voit bien que c'est pas uniforme sur le territoire.
Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a Marc-Philippe Daubresse ici au Sénat qui nous dit, qu'il a confié à nos collègues de publicsénat.fr, l'opération de Macron est ratée. La bombe à fragmentation pour faire exploser la droite est ratée. Céline Boulay-Espéroni, qu'en pensez-vous? Oui, moi déjà une première réflexion. Je ne suis pas d'accord, avec le président Patriat. Ça m'aurait surpris. Non, mais avec beaucoup de respect, mais la gauche et la droite sont toujours là et bien présentes. Je n'en ai jamais douté. Pour moi, ce sont deux visions de la société qui s'affrontent et parfois des gestionnaires différents sur le terrain. Et on a vu, là, pendant ces élections régionales, que ce clivage était bien vivant et qu'à force de vouloir le gommer, finalement, on finissait par perturber notre électorat qui ne s'y retrouvait plus. Moi, je crois vraiment que la droite a eu un rôle à jouer et je suis de droite. J'ai toujours défendu des idées de droite. On a vu qu'au municipal, la droite avait fait d'excellents scores dans les territoires. On voit qu'au régional, elle a fait d'excellents scores à nouveau. Et voilà, au Sénat aussi, elle montre sa capacité à parler aux personnes, à nos concitoyens dans les problèmes concrets du quotidien. Et vraiment, moi, je suis ravie de ce qui s'est passé et je suis ravie que la droite soit arrivée en tête de ce scrutin. Patrick Caner, vous avez vu cette partie, on l'a titrée « La revanche de l'ancien monde ». Point d'interrogation. Est-ce que c'est un peu ce que vous vous dites ce soir? M. Patriat estime que la gauche et la droite, c'est toujours derrière nous et que l'avenir, que le nouveau monde, c'est Emmanuel Macron. Parce que je ne sais pas si c'est un retour totalement réussi de la gauche et la droite. En tout cas, les résultats montrent que nous aurons des élus à droite et à gauche dans ces élections régionales, mais aussi départementales, il ne faut pas oublier. Par contre, ce que je sais, c'est que ce sera encore une fois un zéro pointé pour la Macronie aux élections territoriales. Après les municipales, c'est le deuxième zéro pointé. Donc, mais qu'il n'y ait pas de malentendu. Réussir une élection pour la gauche ou pour la droite au plan local ne veut pas dire pour autant que la Macronie disparaisse. Ça rassurera M. Patriat. Je pense qu'Emmanuel Macron représente, et je le dis souvent finalement, l'ensemble de ce que ce mouvement est. Il est l'alpha et l'oméga de la Macronie, il est la clé de voûte et la voûte en même temps. Tout repose sur lui. Tout repose sur lui et donc nous ferions une erreur à droite et à gauche, nous qui sommes si mal en point au plan national, disons-le très simplement, de penser que parce que nous avons eu des résultats au municipal, des résultats au départemental, des résultats au régional, eh bien naturellement les choses se remettraient d'aplomb aux élections nationales qui arrivent. En fait, Macron et Le Pen, c'est pas le même combat, mais c'est la même logique. Tout repose sur la personnalité de ces deux leaders. Thibault de la Tocquenay, vous êtes d'accord avec cela? Écoutez, en tout cas, je reprendrai un propos de M. Patriat. C'est vrai que, mais de manière très honnête, très objective, cette très faible participation a évidemment favorisé les sortants, comme M. Wauquiez, Mme Pécresse ou M. Bertrand. Mais ceci dit, après une petite déception, je crois qu'il faut quand même dédramatiser. Le RN est quand même en deuxième position dans une majorité de régions, parfois proche du premier, comme en Centre-Val de Loire, où nous sommes à peine 2 points. Et puis, nous sommes premiers en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je pense que, puisqu'on parle de nouveau monde, nous représentons aussi, nous, le nouveau monde, et au niveau des idées en particulier. Car, vous savez, la sécurité dans les transports, dans les lycées, ou la remise en cause de l'éolien, c'est nous. Et c'est repris par un certain nombre de présidents sortants de région eux-mêmes. Donc, je crois que nous sommes bien là. Et un autre point, je pense que il y a une constante également. Au niveau de LR, il y a toujours une bonne partie des électeurs qui ont envie de voter pour nous. Et je pense que comme dans beaucoup de régions, nous sommes devant LR, eh bien, il y aura au deuxième tour un effet d'entraînement vers nous et il y aura, non pas tous les électeurs, mais une partie des électeurs de LR qui vont bien voter pour nous au deuxième tour. Donc moi, je suis finalement assez confiant. J'ai un peu le calme des vieilles troupes, car effectivement, j'ai été longtemps élu en PACA et j'ai déménagé en Centre-Val de Loire et je soutiens Alexandre Nikolic qui a fait une très belle campagne. Et je pense que ce n'est pas joué, par exemple, en Centre-Val de Loire. Voilà, il va y avoir une quadrangulaire et je pense que nous pouvons peut-être tirer notre épingle du jeu. Voilà. Donc tout n'est pas encore écrit, c'est ce que vous nous dites. Comment on voit les choses du côté d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Regol? Déjà, j'ai pas perdu ma soirée parce qu'entendre le Rassemblement national nous expliquer qu'ils étaient le nouveau monde, je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes et que rien que pour ça, cette soirée vaut la peine. Plus sérieusement, j'ai beaucoup d'écho. J'espère que c'est pareil pour vous à l'antenne. Très bien, ça marche très bien.
Parfait. Plus sérieusement, pour nous, on reste comme tout le monde marqué par cette abstention qui non seulement se structure, mais devient de plus en plus politique. C'est-à-dire que là où il y a quelques temps encore, le vote Rassemblement national pouvait être un vote de contestation, on a l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, c'est l'abstention qui est elle-même un moyen de contestation. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire qu'on a tous les politiques un gros travail de remise en question à faire de ce que l'on offre comme visage. Je pense notamment à toutes les affaires qui ont sali la vie politique de la quasi-totalité des partis représentés sur votre plateau et à distance, et qui altèrent le lien entre la société et les politiques. Nous, si vous me demandez le prisme des écologistes, je vais vous dire que c'est plutôt positif, puisque nous doublons notre score, enfin nous faisons plus que doubler notre score par rapport à 2015, c'est le score le plus élevé des écologistes sur une élection régionale, ça se double d'excellents résultats sur les départementales également, et ça montre qu'après le succès des européennes, on nous avait expliqué en gros que c'était un fait du hasard. Après les succès des municipales, où on nous avait dit en gros c'est grâce au Covid, ou la faute au Covid, comme vous voulez, eh bien là, avec ces régionales, l'écologie démontre qu'elle est inscrite dans les territoires, qu'elle est réellement inscrite dans la vie politique des Françaises et des Français, et que très très loin du portrait du parti de Bobo, il s'agit au contraire d'une nouvelle poussée, d'une demande qui émane particulièrement des jeunes, puisque même s'ils sont très peu à s'être déplacés, les 60%, je crois, des jeunes qui se sont déplacés ont déclaré voter pour les listes écologistes, ce qui dit beaucoup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui arrivent à faire se déplacer cet électorat jeune dont on déplore qu'il ne va pas voter, ce sont les écologistes. Il est peut-être là le nouveau monde à construire. François Patriat, Sandra Rogol parlait d'éventuelles remises en question dans certains partis politiques. Est-ce qu'il y en aurait une en vue de la présidentielle du côté d'En Marche, en termes de stratégie, évidemment? Non. Est-ce qu'il faut avoir une approche différente? Alors, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas tirer de conclusion d'une élection locale. On peut en tirer des enseignements, j'entends bien. Je sais bien que Patrick Caner excelle dans l'art de dire du mal de la Macronie ou de s'en prendre à elle toujours. C'est son exercice favori, il le fait avec talent, je l'écoute, je l'entends, j'ai des éléments pour lui répondre. Dire aujourd'hui, par exemple, faire du triomphalisme autour de cette élection, c'est tout à fait, j'allais dire, c'est une élection qui est locale. Moi, je me souviens que dans le petit canton rural où j'habitais, Jacques Chirac faisait 70% au mois de mai, et je faisais tout seul 80% au premier tour au mois d'octobre. Donc vous voyez, l'élection locale n'a rien à voir avec l'élection nationale. Donc, on le sait bien. Et moi, je sais que les Français, s'ils se sont désintéressés, c'est parce qu'aussi, ils pensent maintenant qu'il y a une élection maire, qu'il y a une élection majeure. C'est l'élection présidentielle et que tout en décolle. Mais est-ce que c'est pas un problème, ça, que les Français ne comptent que sur l'élection majeure? Et que tout en décolle. Je suis de ceux qui regrettent aujourd'hui d'avoir, avec Lionel Jospin, participé au décalage des élections législatives derrière la présidentielle. Je pense que ça a été une erreur. Je le dis comme ça, je le reconnais. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais en désaccord ensuite avec certains d'entre nous. Mais donc, tirer des conclusions aujourd'hui, après tout, on n'avait aucun élu marcheur dans les régions. Là, maintenant, nous aurons des élus marcheurs. Madame Rogol dit qu'elle a doublé son score. Ils sont passés de 3,5 chez moi à 10. C'est bien. Nous, on est déjà à 12. On existe depuis 3 ans. Eux, depuis 20 ans. Alors, je ne vais pas faire un faux cocorico. C'est pas vrai. Pour nous, cette élection est une déception. C'est vrai. Parce que nous pensions faire mieux. Nous pensions faire 15. D'où ma question sur la remise en question. La remise en question. L'élection présidentielle ne va pas être remise en question par une élection locale. Je crois que, moi, je n'ai pas de doute sur l'année prochaine. Je pense que le chef de l'État a un socle qui lui permettra, je dirais peut-être entre 23 et 28, qui lui permettra d'être au deuxième tour l'année prochaine, et que ces élections locales n'influeront en rien l'élection présidentielle l'année prochaine. Donc pas de remise en cause en tant que telle. Bien entendu, prendre en compte ce que disent les électeurs. J'ajoute que pendant cette élection, on a parlé de tout, sauf des régions. Céline Boulay-Espéronnier. Moi, je dirais que tirer des conclusions, ce serait la dernière des choses à faire. D'abord, il y a un deuxième tour régional. Ensuite, après, effectivement, il y a l'élection présidentielle. Le vote qui a eu lieu hier, qui aura lieu dans 8 jours, ne présage peut-être pas de ce qui va se passer au présidentiel. Peut-être qu'au présidentiel, ce sera radicalement différent. Mais je note plusieurs choses. D'abord, les sondages se sont trompés. Il y a peut-être une trop grande importance des sondages dans l'élection et dans la démocratie aujourd'hui. Il y en a peut-être 2 ou 3 par jour. Ils se trompent régulièrement maintenant, et c'est vrai que ça donne quand même une photographie qui est intéressante, mais ça donne une photographie à un instant T, et non pas une projection. Et quelquefois, le sondage crée aussi l'opinion.
peut-être un peu trop, et induit les Français en erreur. Toutes les raisons pour lesquelles les Français n'ont pas été votés hier doivent être analysées avec beaucoup de précision par tous les partis politiques, à mon avis. Ce que je voudrais dire, puisqu'on a commencé par le fameux clivage gauche-droite, c'est qu'on nous expliquait depuis des semaines et des mois que ça y est, c'était joué, qu'il y avait un duel qui était Macron-Le Pen. Or, les Français n'en ont pas voulu, ils l'ont montré hier pour ceux qui sont venus voter. Donc ça, c'est quand même intéressant à analyser. Il ne faut pas en tirer des conclusions, mais il faut absolument analyser. Parce que si les Français... Ils s'en servir de levier pour ce qui est de la droite, j'imagine. Parce que s'ils ne vont plus voter, c'est parce qu'ils ont le sentiment de ne plus être écoutés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il fut un temps, je ne dis pas que ça devrait être le cas, mais il fut un temps où des ministres qui avaient échoué, il y en a quand même 5 qui sont partis dans les Hauts-de-France, démissionnaient. Les ministres de la Macronie qui sont partis dans les Hauts-de-France, il y a quand même eu 15 ministres qui ont été en campagne pendant ces élections régionales. Ils sont allés soi-disant pour faire chuter le Rassemblement national dans les Hauts-de-France. Or, on sait très bien que c'était une supercherie puisque Xavier Bertrand n'en avait pas besoin et qu'il a gagné et qu'il a fait un score qui le met en position d'être dans une dynamique qui est quand même assez extraordinaire. Il a déposé sa liste très vite ce matin. Voilà. Et il a réussi ce pari de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il a inversé le score qu'il avait par rapport au Front National 5 ans auparavant. Et en plus de ça, les ministres n'ont pas montré, avec un Laurent Pietraszewski qui s'occupe d'ailleurs de la réforme des retraites en dessous de 10. Donc je sais que la critique est facile et l'art est difficile, mais quand même, si on n'analyse pas très précisément les choses, les gens iront de moins en moins voter et on est déjà à 70% d'abstention. Jusqu'où irons-nous? Patrick Caner, et ensuite on part voir Quentin en PACA. Oui, je voudrais rassurer mon collègue François Patria. Je ne suis pas obsédé par la Macronie. Pour moi, j'ai quand même 2 adversaires. En tout cas ici, adversaires que je respecte, la Macronie et la droite républicaine, qui d'ailleurs parfois se retrouvent, très souvent même. Ça s'est fait avec le résultat qu'on connaît en région PACA. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que les socialistes ont pesé de tout leur poids pour le retrait de la liste porté par, on va y venir justement Verts, avec Quentin Calmet sur place. Je crois que c'est important de ne pas se tromper de combat comme nous l'avions fait en 2015 dans la même région, mais aussi dans la région des Hauts-de-France et sans aucun regret. Mais je vois bien ce qui s'est passé entre la REM et la droite en région PACA. Je vois bien que M. Pietraszewski, première déclaration hier après ce beau résultat dans les Hauts-de-France que vous avez souligné, qui dit mais j'appelle à voter Xavier Bertrand, la jambe gauche, la jambe droite. Je vois surtout 2 jambes droites finalement. Et c'est ça qui gêne le plus d'ailleurs la droite républicaine, c'est que finalement elle se retrouve concurrencée par un centre droit qui n'ose pas dire son nom. Finalement, et la situation que j'ai vécue moi dans le Hauts-de-France le résume bien, ça a été un problème entre la droite, l'extrême droite et le centre droit. Voilà, et les électeurs ont tranché, nous nous maintiendrons en tant que tels. On a évoqué l'abstention, un mot quand même qui n'a pas été pour l'instant traité. On y viendra. Cette affaire des professions de foi non arrivées, j'espère qu'on va l'évoquer parce que c'est pas un scandale d'État. Mais c'est quand même un scandale démocratique. Alors, vous permettez qu'on y vienne juste après. On va d'abord aller voir Quentin Calmet, parce que l'une des régions les plus incertaines dans cet entre-deux tours, c'est effectivement la région PACA. Même si ce n'est pas la vague RN annoncée, le duel Mariani-Muselier est plus serré qu'attendu. Et le candidat de la gauche écologiste est donc venu semer un peu le trouble en confirmant son maintien, puis en le retirant, peut-être d'ailleurs après avoir été un peu chahuté par Europe Écologie Les Verts. Sandra Regol nous en parlera dans un instant. Voilà en tout cas qui rend la région assez intéressante. Quentin Calmet a plus d'un titre. Vous êtes à Marseille avec Olivier Molinari. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir sur ce qui se joue sur place, pardon? Eh bien, c'est vrai, Rebecca, que la situation de Jean-Laurent Felicia était devenue complètement intenable. La pression sur ses épaules était maximale depuis hier, avec les chefs de file de tous les partis de gauche qui appelaient à son retrait pour former un front républicain. Alors, il a réuni plus tôt dans la journée tous ses colistiers. Toutes les tendances ont pu prendre la parole à tour de rôle. La moitié d'entre eux souhaitaient un maintien, l'autre le retrait. Certains ont fini en larmes à cette réunion, nous a-t-on dit. 2 inquiétudes nous ont raconté les participants, la peur de voir la région bien sûr basculer dans le giron du RN et également l'idée d'être, je cite, cloué au pilori par les médias. Et donc cet après-midi, Jean-Laurent Felicia a réuni les journalistes à son QG. Écoutez le candidat de la gauche en PACA. La défaite de la haine et de l'intolérance n'est pas certaine dans notre région si nous nous maintenons. Je n'ai pas le droit de jouer avec le feu. Croyez bien que personne n'a plus de peine que moi à vous dire et à vous le dire avec insistance ce soir. Mais au régional, dimanche, je voterai pour Renaud Muselier pour battre Mariani et sa triste cohorte.
Et donc ce retrait est un coup dur pour Thierry Mariani, le candidat soutenu par le Rassemblement national. Ce matin, il était ici d'ailleurs à Marseille. Il rencontrait les journalistes sur le Vieux-Port, pas très loin d'ici, juste au bout. Comme vous le voyez sur ces images de Jonathan Dupriez et de Roman Boudier, alors depuis hier, le RN accuse le coup, on peut le dire ici en PACA, puisqu'il était donné largement en tête et que finalement il ne dispose que de 5 points d'avance sur la droite au premier tour. Et donc jusqu'à cet après-midi, l'idée que le candidat de la gauche se maintienne, ça l'avantageait nettement. Lui, Mariani, qui ne dispose que de très peu de réserve de voix pour le second tour. Écoutez donc ce que disait le candidat soutenu par le RN. Il dénonçait ce matin toute idée d'un front républicain. Je n'ai pas à me prononcer sur le maintien ou le retrait de M. Félicia. Je dis simplement que pour des personnes qui votent à gauche, c'est quand même extraordinaire de leur dire aujourd'hui, parce qu'il y a une sorte de mode ou de conformisme idéologique qui s'est fait depuis quelques années, vous arrivez 3e, vous devez vous retirer. Je vous rappelle que dans toutes les élections jusqu'à présent, quand on arrivait 3e ou 4e et qu'on avait de quoi se maintenir, on essayait d'exister à la région. Voilà. Et donc ce soir, le candidat soutenu par le RN est en très mauvaise position, parti plus bas que Marion Maréchal Le Pen en 2015. Il voit Renaud Muselier en position de force, bénéficier de potentiels reports de voix, donc suite au retrait du candidat de la gauche. Rebecca. Alors Quentin, vous avez également passé une partie de la journée avec Renaud Muselier, racontez-nous. Je suis maître de mon destin. Voilà ce que nous a dit Renaud Muselier. Il dit être conforté sur toute la ligne par sa stratégie politique. Aujourd'hui, on l'a suivi en déplacement sur un site culturel à côté d'Aix-en-Provence. Alors, venu parler d'art visuel, il a bien sûr été mitraillé de questions uniquement politiques, et notamment sur le candidat de la gauche. Un rapprochement était-il possible à ce moment-là entre les deux listes afin de faire un front républicain? Renaud Muselier a botté en touche. Écoutez quand on lui a demandé tout à l'heure avec Olivier Molinari. Monsieur Muselier, vous ne surveillez pas votre téléphone du tout, là? Il n'y a pas des choses qui se jouent sur votre téléphone, peut-être? Regardez. Regardez. Il doit se jouer sûrement plein de choses. J'ai 250 messages. Et regardez, c'est pas regardé. Et donc aujourd'hui, il s'est agi de reprendre son slogan de campagne « Ma région d'abord », d'en faire une réponse à beaucoup des questions justement des journalistes. Renaud Muselier veut s'affranchir des logiques de parti et aussi de toute pression médiatique autour de l'élection. Il veut avant tout maintenir son cap. Écoutez-le. Un seul message qui compte, c'est toujours le même. Vous ne voulez jamais l'entendre. Je le répète, je le martèle. C'est pour ça que ça finira bien. C'est notre région d'abord. Voilà. On n'est pas des animaux de laboratoire. On n'est pas. Voilà. Aujourd'hui, vous avez eu un premier tour qui est conforme à ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance du travail qui a été fait. Les gens, vous savez, ils ont quand même bonne mémoire. Ils ne sont pas stupides. Voilà, Renaud Muselier qui veut sortir des logiques de parti. Alors, mercredi, on attendait une visite ici de Gérard Larcher, de François Baroin ou encore de Christian Jacob, mais cette visite n'est plus à l'ordre du jour. L'équipe de Renaud Muselier ne veut pas nationaliser le scrutin. Rebecca. Merci beaucoup, Quentin. Thibault de la Tocnesse, c'est un coup dur pour le Rassemblement national, ce retrait de Jean-Laurent Félicia? Écoutez, très franchement, je suis quand même pas né de la dernière pluie puisque j'ai été longtemps élu en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je m'attendais et nous nous attendions à un duel. Et voilà, nous l'avons. Alors, on peut dire que la position de Thierry Mariani n'est pas bonne. Enfin, il est quand même en tête par rapport à un sortant. La plupart des présidents sortants LR ou apparentés LR font plus de 40 et il a 5 points d'avance. Et vous savez, il y a quelque chose qui évolue, c'est les prises de conscience. Je le redis, encore une fois, cette porosité entre LR et LREM, et a fortiori les socialistes et la gauche, une partie, je ne dis pas tous les électeurs, mais il est évident qu'une bonne partie, et croyez-moi, je connais bien les électeurs LR de Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y en a une bonne partie qui vont voter pour Thierry Mariani. Et moi, je vous dis franchement, alors en plus, avec peut-être une mobilisation au deuxième tour qui peut rebattre les cartes relativement, il est très possible, je le dis franchement, honnêtement, que Thierry Mariani gagne au deuxième tour. Il est en tête, les gens voient bien qu'il est en tête. Et ça, c'est important. Alors, je voudrais juste en profiter pour donner une autre réflexion à partir des propos de M. Patriat, qui a dit, voilà, nous, on ne va pas gagner de région,
mais grâce à la proportionnelle, nous allons avoir des élus et nous allons pouvoir commencer à travailler dans les régions. Eh bien, moi, je dis, pourquoi au niveau national, on ne ferait pas la même chose? Parce qu'une raison de la désaffection des électeurs vis-à-vis du système démocratique français, c'est parce que nous sommes le seul pays d'Europe à ne pas avoir de proportionnel pour la représentation nationale. Alors, et on va rester une minute en PACA, si vous le voulez bien, Thibault de La Tocquenay. Je vais me tourner vers Sandra Regol et peut-être qu'on abordera cette question de la proportionnelle tout à l'heure. Sandra Regol, d'abord, elle vous a choqué cette hésitation du candidat Jean-Laurent Felizia ou pas? Non, elle est naturelle. Quand on s'est battu pour proposer d'autres idées, d'autres valeurs dans une région où par ailleurs la nature est particulièrement malmenée, où la pauvreté grimpe, etc., c'est normal de se dire on peut pas abandonner. On peut pas abandonner les gens qui ont voté pour nous, on peut pas abandonner cet espoir. Pour autant, le choix qui a été fait, j'ai bien entendu votre lancement où vous disiez que nous avions, nous, depuis Paris, beaucoup appuyé pour ce retrait. C'est en fait quelque chose qui a été réfléchi entre candidats et candidates dans le Sud, en PACA, et c'est ensemble qu'ils ont choisi de prendre une option qui leur semblait la plus éthique et la plus conforme à leurs valeurs. Alors c'est Patrick Kanner, il me semble qu'il disait qu'il avait beaucoup, enfin, du côté du Parti Socialiste, on avait en tout cas beaucoup appuyé pour que ça se fasse. Oui, je pense que les appareils parisiens, comme l'on dit souvent, ont pris leurs responsabilités. Vous savez, moi, je suis issu des Hauts-de-France, donc je sais ce que ça veut dire que de se retirer. On a payé pour savoir depuis 6 ans dans cette région, et je mesure que la région PACA, 12 ans sans la gauche, c'est une anomalie démocratique. C'est même un déni démocratique pour des centaines de milliers de personnes qui ont fait confiance à la liste qui a été ainsi portée par les socialistes et les Verts et les socialistes. Donc, mais voilà, il n'y avait pas de choix. Je pense que quand il y a un danger Front National réel, ce qui est le cas en région PACA, mais je pourrais aussi le dire à mon collègue Patria, il va croire que je lui en veux, mais en région Bourgogne-Franche-Comté, très honnêtement, il y a peut-être un risque moindre, mais il y a un risque Front National, et on aurait pu imaginer que la liste de la REM se retire pour permettre à Marguerite Dufay de pouvoir totalement être certaine de gagner, ce qui n'est pas encore le cas. Donc je le regrette, je le dis au passage. Donc le Front républicain n'est pas complètement mort, mais enfin il est en souffrance. La gauche est exemplaire quand on fait appel à elle pour se battre et pour empêcher l'arrivée du Front National, et je dis bien le Front National, aux responsabilités essentielles dans nos régions. François Patria. D'abord, c'est pas toujours vrai. Je me souviens qu'en Lorraine, une fois, la dernière fois, les socialistes étaient maintenus alors qu'il y avait un très gros risque de Front National. Oui, mais contre la vie du national. Maintenu, mais enfin, surtout c'est M. Masseray qui... C'était mon ami Jean-Pierre Masseray qui l'a fait, voilà. Je ne lui en voulais pas. Non, ce que je veux dire, c'est, y a-t-il un risque en Bourgogne-Franche-Comté, pour répondre à la question de Patrick Kanner, d'abord qui vient d'une région, quand je vois aujourd'hui où est le Parti Socialiste et la Gauche Unie, dans les Hauts-de-France et en PACA, région qu'ils ont dirigée pendant des dizaines d'années, c'est pas de la faute à Emmanuel Macron s'ils en sont là aujourd'hui. Alors, concernant la Bourgogne, c'est la charité qui se moque de l'ôpital. Mais pour l'instant, Emmanuel Macron, il n'existait pas il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on fait 12. Alors, c'est pas mal. Bon, alors, pour les élections locales, mais on fera beaucoup mieux l'année prochaine. En Bourgogne-Franche-Comté, Marguerite Dufay fait 26, elle est en tête. Elle s'est alliée avec les Verts, disant qu'elle préférait donner 8 sièges aux communistes que de parler avec nous. C'est son choix, nous l'avons respecté, nous en tirons les conséquences. 26 plus 10, 36. Plus encore, le temps des cerises qui fait quinte, elle a 40% des voix. Le Front National est à 22. Il n'a pas de réserve de voix, M. Platry est à côté, les partage. Donc il n'y a aucun risque de Front National. Et ce que je peux dire d'ailleurs, autant je déplore l'abstention, autant je me réjouis, ce que je peux dire ce soir, je crois, qu'il n'y aura aucun élu d'extrême droite dans aucune région française. Et je rappelle quand même que sous M. Hollande et sous M. Sarkozy... Aucun président. Non, mais président, pardon. Oui, bon, très bien. Aucune président. Et dernière chose... je vais provoquer un peu Patrick Kanner, je l'aime bien, moi, c'est pas de problème. Sous M. Hollande, que j'ai aidé, soutenu, et sous M. Sarkozy, le Front National était à 30. Sous M. Macron, il est à 22. Ce qui prouve que Macron a raison
d'avoir désigné le Front National et comme un adversaire et de lutter contre lui. C'est quand même mieux que sous les quinquennats précédents. Céline Boulay-Espéroni, ensuite on parle des dysfonctionnements. Pour rebondir sur le Front National, on se réjouit à juste titre qu'il ait reculé par rapport d'abord par rapport au régional d'il y a 5 ans et par rapport aux prévisions des sondeurs. Et c'est quand même la deuxième force politique en France. Moi, je ne m'en contente pas. Donc je me battrai vraiment jusqu'au présidentiel et bien au-delà, pour que le Front National n'y soit pas. Et pardon de revenir à Xavier Bertrand, mais qui s'impose aujourd'hui comme étant un rempart vis-à-vis du Front National avec ce qu'il a fait dans sa région. Enfin, un rempart contre le Front National vis-à-vis de ce qu'il a fait dans sa région. L'autre chose, pour parler de la région PACA, Muselier, visiblement, sa stratégie a quand même payé, hein, quand on voit les résultats aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait s'il a essuyé un tir de barrage. On parle beaucoup de la violence en politique en ce moment, mais lui, il en a eu son lot. Et puis, troisième réflexion, la politique, c'est pas des additions, c'est-à-dire je me retire et puis les votes s'additionnent et là c'est monsieur Félizier est le candidat élevé. Bon, il y a beaucoup de maires qui à droite et notamment monsieur Muselier à sa région ont un bilan en matière écologique. On discute du projet de loi en matière écologique aujourd'hui au Sénat et la droite va faire beaucoup d'amendements et de propositions en ce sens. Donc il faut se garder aussi quand on parle de l'abstention de préempter les sujets en disant tel sujet appartient à telle formation politique. Je suis d'accord. Ce n'est pas vrai parce que voilà, on a des bilans dans toutes les formations politiques, notamment en matière d'écologie, mais il faut toujours aller plus loin, bien entendu. Allez, abordons cette question du dysfonctionnement qui s'est donc produit dans la distribution des tracts. La commission des lois du Sénat a décidé d'entendre Gérald Darmanin sur le sujet ce mercredi. Vous pourrez d'ailleurs suivre cette audition sur notre antenne dès 8h ce mercredi. Le ministère de l'Intérieur était informé depuis plusieurs jours des problèmes d'acheminement des documents de propagande électorale. Il est urgent de remédier à ce dysfonctionnement pour le second tour. C'est ce que nous dit François-Noël Buffet, qui est donc le président de cette commission des lois. Patrick Kanner, puisque vous avez, abordé ce sujet, vous y voyez un grave dysfonctionnement ? Oui, un grave dysfonctionnement pour notre démocratie, qui n'est pas le seul d'ailleurs. Je me permets de rappeler que beaucoup d'entre nous avons reçu les professions de foi pour les départementales il y a plus d'un mois maintenant, avant même que la campagne officielle soit lancée. Et donc beaucoup de personnes ont dû oublier ou ont dû ranger quelque part ces professions de foi. En général, elles arrivent dans la dernière semaine, c'est-à-dire au moment où les choses commencent à devenir un peu, non pas sérieuses, mais en tout cas les plus tangentes possibles. Là, on a vu des professions de foi brûlées dans telle région. Enfin, c'est un scandale absolu. On serait dans un pays anglo-saxon. Un ministre de l'Intérieur, en tout cas le ministre en charge, qu'il soit de l'Intérieur ou un autre, ne serait pas coupable, mais responsable et aurait démissionné. Parce que des millions de Français, et non pas 21 000 Français, comme j'ai pu l'entendre dans la bouche de l'adjointe de M. Darmanin, à savoir Mme Schiappa, 21 000, non, des millions. Tout à l'heure, j'étais dans une réunion de travail avec mon équipe et j'ai posé la question. Nous étions 5 autour de la table. Combien avaient reçu leur profession de foi ? 2. 2 sur 5. C'est pas un sondage, je vous le concède. Mais les services n'ont pas été à la hauteur, donc le ministère n'a pas été à la hauteur. Je pense que c'est un très très grave dysfonctionnement, encore une fois, qu'il faut en tirer les conséquences et pas uniquement en retirant le marché à l'entreprise. Nous avons, sinon saboté, le mot est un peu fort, je vous le concède, mais en tout cas, nous avons diminué potentiellement l'impact que représentent ces professions de foi, parce que pour beaucoup de personnes, c'est le seul document qu'elles reçoivent à l'occasion d'une campagne électorale. Donc il y a une faute de l'État, une faute des responsables de l'État, qui ne peut pas se limiter uniquement à la remise en cause d'un marché ou à des excuses public. Le service public, et notamment le service public qui était assuré pendant longtemps par les mairies, était bien plus à la hauteur que ce que nous avons vécu ici pendant cette élection. Vous vouliez intervenir aussi. Juste pour dire que je suis totalement d'accord avec ce que M. Kanner vient de dire, surtout dans un contexte où les Français sortaient de la crise. On peine souvent à savoir à quoi sert une région, un département, quelles en sont les compétences. Donc oui à l'audition de Gérald Darmanin et oui à une commission d'enquête ou pas ? C'est ce que demande Jean-Luc Mélenchon. Oui, ça pourrait absolument. Une commission d'enquête parlementaire sur le sujet ? Ça pourrait tout à fait. Larcher pour qu'il y ait une commission d'enquête au niveau du Sénat. C'est un problème qui est grave et qui a entravé probablement ce vote. François Patria. Bon, alors d'abord, non mais nous sommes les premières victimes. Moi-même, je n'ai pas reçu les documents. Beaucoup de mes voisins n'ont pas reçu. Et des gens arrivaient dans les bureaux de vote en disant c'est qui pour qui, c'est quoi pourquoi, c'est les cantonalistes. Ils ne connaissaient pas. Quand on leur disait mon candidat c'est M. Thuriot, ah bon, c'est vraiment ton candidat ? Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas. Donc, ceux qui n'avaient pas la notoriété, parce que les gens qui votaient pour Mme Pécresse ne se sont pas posé la question. Hein. Ils venaient voter Mme Pécresse. Et ils savaient Mme Pécresse. Quand on venait voter en Franche-Comté Denis Thuriot, les gens. Donc, on en est les premières victimes.
Ceux qui n'avaient pas la notoriété et ceux qui n'étaient pas sortants. Donc, je déplore avec vous cette fête. Je le trouve inacceptable. Le ministre l'a dénoncé. Il a convoqué aujourd'hui les 2 opérateurs. Il y aura des sanctions, il y aura des mesures qui seront prises. Alors, les commissions d'enquête, vous savez, au Sénat, on aime bien les amendements, les commissions d'enquête. Donc on aime bien ça. Alors ça, on adore ça. Comme dit mon ami Jean-Pierre Sueur, c'est l'air que nous respirons. Alors très bien. Alors respirons. Allons-y pour une commission d'enquête. L'idée, c'est de tirer des enseignements pour que ça ne se reproduise pas. Je doute qu'au bout, comme toutes les commissions d'enquête, qu'elles n'amènent à rien. Voilà, bon, c'est comme ça. Ah, ça c'est votre vision. Sandra Regol, vous seriez pour une commission d'enquête sur ce dysfonctionnement? Très bien, souviens. Peut-être une commission d'enquête, mais surtout se poser des questions sur cette faculté que l'on a à précariser le travail. Ce sont effectivement des travailleurs, des personnes qui distribuent ces documents dans des entreprises privées ou en tant que prestataires qui sont très mal payés et qui se débarrassent des professions de foi, enfin des paquets d'enveloppes au lieu de les distribuer parce que ça permet de livrer plus rapidement, d'être payé un peu mieux, etc., etc. On a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a dévalorisé notre travail et à partir de ce travail, en tout cas, et à partir du moment où on le dévalorise, on se retrouve dans la situation actuelle. Il y a certes un défaut de surveillance de l'État qui est en train d'essayer de le rattraper, mais il y a aussi un problème beaucoup plus de fond, qui est qu'à précariser le travail, on se retrouve dans les situations qui sont celles-ci. Nous, on a vu, par exemple, mais tous les partis sont concernés, en Corse, les affiches installées sur les arbres ou sur les murs, parce que les personnes chargées de les afficher considéraient que ça faisait un trop grand détour dans les villages de montagne. Vous voyez, tout ça, c'est un travail qui s'accélère, qui est de plus en plus précaire, et on a, au-delà de la question de la commission d'enquête, une vraie question à se poser sur le modèle que l'on construit et vers où nous allons. Thibault de la Tocnay. Oui, je voudrais dire que c'est quand même une honte pour le fonctionnement de nos institutions. Et il y a un mot qui a été prononcé, mais il faut le dire clairement. Moi, je suis un défenseur de l'entreprise privée. J'ai dirigé toute ma vie des entreprises, dont j'ai créé les dernières. La privatisation des services publics et de cette distribution des documents officiels est un scandale. Et ça va tout à fait dans le sens de la folie des privatisations de M. Macron. Encore une fois, je suis pour la défense de l'entreprise privée. D'ailleurs, les régions ont un gros rôle à jouer pour défendre les PMI, etc. Nous avons beaucoup de propositions dans ce domaine, mais nous voulons défendre également, parallèlement, les services publics, et en particulier en ruralité. Et ça, c'est vraiment une volonté de détricoter ce qui a fait la grandeur de la France, la grandeur du service de l'État. C'est une honte, et c'est ce mot de privatisation des services publics qui est... Ça renvoie à ça. Et ça, nous y opposons formellement. Alors, un tout petit mot, si vous le voulez bien. On ferme ce chapitre et vraiment, il nous reste quelques minutes sur les questions de l'abstention parce que plus que le chiffre, je voudrais vous lire ces témoignages qui sont parus dans Le Monde cet après-midi. Pierre, 25 ans, encarté au modem au bureau de vote à Lille dans les Hauts-de-Seine, qui nous dit « Il n'y a pas de volontaires, il n'y a pas de scrutateurs, il n'y a pas de citoyens pour venir voter, on n'a rien. Si avec ça, on ne comprend pas qu'il y a un problème, 3 points de suspension. » Deuxième témoignage, Patrick, ouvrier retraité de 69 ans, inscrit à Nogent-sur-Seine dans le Grand Est, qui nous dit « Les Français sont de grands gueulards, mais ils ne votent pas. Le vote devrait être obligatoire. » Et je voudrais un dernier tour de table assez rapide, si vous le pouvez, évidemment, sur cette question. À la lueur des chiffres de l'abstention, faut-il rendre ce vote obligatoire? Patrick Kanner. Non, honnêtement, je crois à la conviction, pas à la contrainte. Par contre, notre démocratie est en crise. Il y a des moyens très simples de l'améliorer. Le vote par correspondance que nous défendons dans cette haute assemblée depuis longtemps, à mon avis, est une chose évidente. Voilà, ce n'est pas la solution, mais c'est un élément de solution. Ça a été refusé par le gouvernement, refusé aussi par nos collègues de droite. Je le regrette parce que vraiment, c'est une manière d'améliorer les choses. Mais la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est le sens, finalement, du vote. À quoi ça sert? Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, les Français qui parfois même votaient Front National à la limite pour dire non. Même eux n'y vont plus. Même eux n'y vont plus, ce qui signifie très, très concrètement que nous sommes tous interpellés sur comment améliorer le fonctionnement démocratique dans un pays comme le nôtre. La Ve République
République, à mon avis, est arrivé à une forme de saturation en la matière. Il faudra y réfléchir, non pas de changer de République, mais peut-être d'améliorer les choses. La démocratie participative, la démocratie collaborative doit être plus mise en avant pour mieux remobiliser nos électeurs. Et pardon, il nous reste 2 minutes. Rapidement, Céline Boulay. Oui, moi je suis certaine que si les Français vont moins voter, c'est de la faute des partis politiques. Donc on ne pourrait envisager de le rendre obligatoire, et je ne suis absolument pas pour cette solution, que si on s'était vraiment posé toutes les questions de savoir pourquoi ils ne vont plus voter. Est-ce que c'est l'obsession tactique qui les éloigne des urnes? Est-ce que c'est parce qu'ils ont l'impression d'être moins représentés? Il y a une crise de l'engagement, certes, due aux politiques. Il faut d'abord essayer de la comprendre avant d'envisager des solutions radicales, mais je ne suis pas pour celle-là. Sandra Regol. Les Françaises et les Français s'engagent. Ils s'engagent dans la vie civique, ils s'engagent à travers les associations, à travers les ONG, notamment les ONG environnementales. Donc le défaut n'est pas dans la méthode de vote que l'on propose, mais bien dans le fond, c'est-à-dire quel projet politique pour une part, et d'autre part, quelle est la transparence et l'éthique, quelle est la confiance que nos concitoyens et nos concitoyennes peuvent avoir dans la vie politique quand on voit que la totalité des partis présents sur votre plateau, à l'exception du mien, ont eu affaire à des affaires qui ont défrayé la chronique et l'argent public. Thibaut de la Tocnay, en 30 secondes, pardonnez-moi. Oui, une dernière idée très concrète. Nous sommes les premiers à avoir demandé l'institution des référendums d'initiative populaire. Voilà une autre manière finalement de redonner envie à nos concitoyens de participer à la vie politique. Voilà, et mettez la proportionnelle au niveau national et vous allez voir que tout d'un coup, il va y avoir une participation beaucoup plus importante. François Patria, même concision, s'il vous plaît. Bon, non, mais le vote, c'est comme la vaccination obligatoire ou pas obligatoire. La contrainte, ça fonctionne pas vraiment et c'est pas souhaitable. Par contre, on dit ils votent pas, c'est à cause des partis politiques. Moi, je ne connais pas de démocratie qui fonctionne sur un parti politique. Faudrait-il supprimer les partis pour que les gens aillent voter? Je ne le crois pas, non. Quand on va voir les gens, hier, j'interrogeais des gens dans les bureaux électoraux, ils me disaient, moi je vais pas voter parce que ça va rien changer. Alors quand on leur prend, exemple par exemple, ce que la vie politique a changé depuis des dizaines d'années, est-ce que ça n'a rien changé, la vie politique? Regardez, aujourd'hui, en matière de santé, en matière d'école, si ça change les choses. Donc, je crois que, ce dont je suis convaincu, c'est que l'année prochaine, pour l'élection majeure, on repassera au-dessus des 60 millions de palais. Mais ce sera la présidentielle, ce sera comme ça. Ils voteront pour la présidentielle, parce que pour eux, il y a un enjeu majeur. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les 5 d'avoir participé à cette édition spéciale d'Allons plus loin. On se retrouve demain à 18h et à 22h30. Dans un instant, audition publique. Plusieurs invités politiques ce soir. Philippe Ballard pour le Rassemblement National, Coralie Dubost pour La République En Marche, Rémi Féraud pour le Parti Socialiste et Guillaume Pelletier pour le Parti LR. Demain, 7h30, bonjour chez vous avec Oriane Mancini et ses invités également. Excellente soirée sur Public Sénat.